Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier la municipalité et tout particulièrement son maire, M. Francis Baud, pour m'avoir invité ici, chez vous, à Gijon. Mais, chaleureusement, mes remerciements vont à vous. Vous êtes venus ce soir à ma rencontre. Ce soir, ce n'est pas une conférence dans le sens du mot. C'est une histoire, un scénario, presque une pièce de théâtre, un monologue à plusieurs personnes, si j'ose dire. C'est un récit écrit sur des souvenirs, certains provenant de mon père. Je m'explique, je vois des yeux étonnés. Oui, je suis le dernier rejeton de son 3e mariage, ce qui explique le décalage horaire. Mais mon père a fait 14-18, il a été gazé, il a eu le palu, il en est revenu. Et il en parlait beaucoup de sa guerre, même si dans la famille on disait « Oh, encore ta guerre !» Mais il avait l'habitude. Il disait toujours « Je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai subi, ce que j'ai eu, toutes mes peurs pour que plus jamais il y ait de guerre. » Malheureusement, on sait bien que 30 ans après. Enfin donc, je sais, lui qui m'a raconté comment il a été démobilisé. Il faut savoir que le 11 novembre, tout le monde, dès le 12, le lendemain, tout le monde n'est pas rentré à la maison. Mon père a été démobilisé 4 mois après. Et dans mon histoire, j'en tiens compte, c'est un peu lui que je raconte. Hein. Puis, j'ai puisé dans ma propre mémoire le fameux poilu, qui est l'héros de ce soir, habite la banlieue parisienne, très proche, et je l'ai fait habiter dans le quartier, dans la rue, dans l'immeuble où moi-même j'ai demeuré toute ma jeunesse, avec bien sûr plusieurs dizaines d'années après. Alors, pour le côté émotionnel, il faut savoir que j'ai apporté plus d'humanité parce que c'est un mélodrame difficile. Alors j'ai inventé un acteur, Henri Thibault. Oh, pourquoi? Parce qu'Henri c'est Riton, Riri c'est rigolo, Thibault, ben, c'est un nom bien français. Mais c'est un personnage entièrement né de mon imagination. Hein. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer un certain moment avec Henri Thibault. Je vais commencer par, eh bien oui, l'armistice. Chacun de nous connaît cette date, 11 novembre 1918. C'était un lundi. 5h12, 5h20, on ne sait précisément, après plus de 4 ans de guerre, la guerre prendra fin à 11h du matin. 11e heure, du 11e jour, du 11e mois de l'année 1918. Oh, pensez donc, vous pouvez imaginer, dès que l'annonce fut faite, fut connue, dans le pays les cloches sonnent à toute volée. De Beffroi en Campanile, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les tambours ne cessent de tambouriner, les gardes champêtres s'égosillent, avisent à la population, la guerre est finie. Alors on tire des coups de canon, des salves de fusils de chasse, strie l'atmosphère, on allume des pétards, on débouche des bouteilles de mousseux. On crie, on rit, on s'embrasse, on chante. Ce soir, des balles sont installées à la va-vite. On chaloupe dans les flonflons de la paix retrouvée. Ce soir, Jules sera au violon, Léon à l'accordéon. Ça y est, c'est officiel. La guerre, cette saloperie de guerre est finie. Trop longue, trop dure, trop cruelle. 10 millions de morts, 22 millions de blessés, un grand nombre d'handicapés à vie. Pensez donc, la nuit fut courte, la paix revenue, avec elle la joie, l'amour, revivre comme avant. Ah. Le lendemain, le jour à peine levé, pour les visages défaits par cette nuit d'allégresse et de joie, fatigués, mais heureux. Mais l'espoir est là, l'impatience, oui, l'attente, oui, ils vont revenir, nos fils, nos maris, nos fiancés, nos frères, nos cousins, nos voisins, nos amoureux. C'est sûr, ils vont rentrer à la maison, nos héros, nos vaillants soldats, qui ont défendu la patrie, le pays, avec leur sang, leurs larmes, leurs peurs.
Le mien est à Nancy. Oh, il sera là demain soir. Et oui. Moi, mon mari est à Reims. Alors, et toi, à Amiens. Bien sûr, demain midi, nous déjeunerons avec eux. L'espoir revit. Là-bas, en Argonne, dans le Vauquois, dans la Meuse ou dans la Somme, pas plus tard qu'au lever du jour, une dernière rafale de mitrailleuses allemandes, un copain de régiment gît dans la boue, une balle en pleine tête. Dans sa main encore serré un message. C'était l'estafette du régiment. Il a mené un papier pour le capitaine annonçant la fin de la guerre. Là-bas, au front, ou plus à l'arrière, même apprenant la nouvelle. Alors ils sortent des tranchées, la boue colle au godillot, la vermine, les puces, les poules, les rats, la peur, tout ça, c'est fini, on rentre à la maison. Imaginez, après 4 ans, quand une voix au timbre un peu menaçant, c'est celle d'un sous-officier très certainement, sur le seuil de sa guitoune. Il ne crie pas, il hurle. Les gars, passez vite. Vous êtes des soldats, des militaires, pas encore des civils. Vous devez obéir aux ordres de l'armée auquel vous appartenez. Et avant de rentrer chez vous, vous devez passer par un bureau de démobilisation pour être rayé du service armé, puis épouillé, rasé, vêtu de linge propre. Vous devez être présentable et digne devant vos familles. Et ce n'est pas tout. Toucher votre pécule, c'est que la nation est reconnaissante. Et obtenir votre bulletin de transport pour voyager gratuitement et rentrer dans vos foyers aux frais de la princesse. Dans le petit groupe de soldats, mon lieutenant, là, où se trouve ce foutu bureau de démobilisation? L'officier a juste le temps de dire il se trouve à 17 km avant de s'enfermer dans son bureau, sous les colibés et autres railleries des bidas. Mais ça fait rien. L'armée c'est fini, la guerre c'est fini. Allez, 17 km qu'il faut faire à pince, on y va. Tout de même, il va falloir éviter les trous de but faits par les obus. Gare aux mines laissées par les boches. Et puis, il y a les arbres déchiquetés qui barrent le chemin. Et puis attention de ne pas glisser ou se prendre les pieds dans un morceau de ferraille, dans un bout de barbelé, tomber, se blesser. Oh non, ce serait trop bête maintenant que la guerre est finie. Le dit bureau de démobilisation, le camp de démobilisation, comme on va l'appeler, là où grouillent des milliers de soldats, en attente d'être démobilisés et rendus à la vie civile. Et oui, ce sont encore des militaires. Mais c'est dire que l'armée elle-même ne s'attendait pas à cet armistice soudain. La surprise est telle que les cadres sont totalement débordés. C'est vrai que la nouvelle tomba non pas du jour au lendemain, non, mais du matin à la mi-journée. Alors, ordre de l'état-major venant de Paris, bien sûr, organiser des centres de démobilisation, réquisitionner les écoles, les cours, les préaux, organiser des centres dans les mairies, dans les fermes, sur les places des villages, organiser, agencer et chercher la nourriture, et oui, chez les cultivateurs, ordre de l'état-major parisien. Mais en quelques heures, ce sont des centaines, puis des milliers d'hommes qui affluent. Ils arrivent par groupe, par vagues, en chantant. La guerre est finie, vive la quille, aux chiottes l'armée. Le désenchantement va prendre rapidement la place du rêve. Pourtant, il y a encore l'espoir. Mais tout le monde pensait qu'ils allaient apparaître, démobiliser tout de suite. Et non. Mais il faut imaginer une cour d'école de village. Tiens, par exemple, ici à Gijan, en 14, il y avait combien d'élèves dans une cour d'école? Peut-être 20, 30, 50, je ne sais pas. Mais là, c'est pas des centaines, ce sont des milliers d'hommes.
qui veulent être rendus à la vie civile au plus vite. Imaginez la commune. Oh, la solidarité s'organise, c'est vrai. Le monde paysan apporte très vite de la nourriture. Là, ici, on tue le cochon, là, on vide un poulailler, on livre du pain, du vin. Mais très vite, de graves problèmes surgissent, on n'y est pas pensé. L'hygiène, les commodités, les latrines, imaginez. Une cour d'école, il y avait 20-30 élèves, d'un seul coup, il y a des milliers de bonhommes. Alors on frise l'émeute, la révolte, la colère monte. Il y a des bagarres, des violences, la violence générée par une attente interminable. Et oui, les gens vont rester là plusieurs jours, plusieurs semaines. La nuit, ils dorment à même le sol. Ils ont leur fameuse capote militaire. Elle leur sert de matelas comme de couverture la nuit. Ah, imaginez, nous sommes quand même en novembre. Et c'est dans l'Est. Il fait froid. Et surtout, aucune information ne vient de l'armée. Oh, il y a bien quelques gradés qui courent en tous sens sous les huées et les invectives. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des bagarres, des blessés. Enfin, petit à petit, on arrive à mettre de l'ordre dès que s'organise, au bien vite bousculé dans un désordre indescriptible. Des ordres et des contre-ordres sont donnés sans cesse. Des cris, des coups de sifflet, rien n'y fait. La panique a fait place à la colère. Tout le monde veut, désire retourner à la maison, enfin. Comme je disais, certains vont languir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, comme je vous l'ai dit à mon père a attendu 4 mois. Vous allez savoir pourquoi. Pour obtenir le précieux sésame qui ouvre la porte, tout simplement à la vie civile, car ce sont des civils dans la vie militaire. Hein. Pour cela, chacun doit passer devant le préposé. Ah bah oui, on le dit préposé, un bidas volontaire, vous savez qu'on a nommé. Hein. Le pauvre bonhomme ne sait plus où donner de la tête. Il ne cesse de se faire engueuler. Alors on lui a mis un bureau, pensez donc, une planche avec 2 tréteaux. Alors, le nez sur un grand cahier, il a tiré des colonnes, des cases. Alors ce sera les insupportables questions, nom, prénom, âge, grade, régiment, matricule et votre livret militaire. Dans la foule, dans un brouhaha indescriptible, un jeune homme, lui, il a 20 ans, 24 ans, il joue des coudes, oh c'est un roublard, on le connaît bien, il est débrouillard, c'est un titi parigo. Alors c'est que lui, il est là, dans ce foutu camp, depuis presque 4 mois. Ce sens de démobilisation, mais il en a marre, il n'en peut plus. Alors, enfin, il respire un peu, c'est sûr, hein. Monsieur une grande gueule, il passe, ça y est, c'est son tour. Nom, prénom et tout team. Ah oui, c'est moi. Je m'appelle Thibault, Henri Thibault, THJ, t'écris comme tu veux, Henri, puis voilà. Je suis 2e classe du 1er régiment du génie. Ça te va? Oui, mais ton livret militaire. Mais je l'ai vu depuis mes lurets, mon Dieu. Mais je l'ai perdu, tu penses bien. Qu'est-ce que tu me demandes là? Oui, même je m'en rappelle, si je me rappelle, je l'ai balancé, jeté, piétiné dans la boue. Le jour où mon copain a attrapé un obus avec les dents, qui lui a emporté la moitié du visage. Alors mon livret, tu penses, hein? Ben oui, Thibault Henri, là, mais tu comprends, moi, sans papier avec ta photo, c'est pour ma photo. Et oui, je ne peux pas te démobiliser. Oh, ben, elle est bien bonne celle-là. mais si je ne le retrouve pas, c'est foutu papier. Que va-t-il se passer? Je vais devoir continuer la guerre tout seul? Enfin, on ne sait ce qui s'est passé, on ne me l'a pas raconté. Quelques jours plus tard, un officier compréhensible, qu'il y en a de temps en temps dans l'armée, ou tout simplement lassé de voir chaque matin cet Henri Thibault aux portes de la crise de nerfs. Alors, on lui a donné son sésame pour retourner à la vie civile. Ça y est, c'est le matin. Il est sur le chemin qui mène à la gare. Et oui, c'est que la gare. Ah
oui, en campagne, il n'y a pas la gare comme ça, hein. Elle est à 6 km la gare. Ah. Oh, mais alors là, cette fois-ci, c'est comme chantant. 6 km à pied, ça use les souliers, 5 km à pied, vous connaissez la ritournelle. Encore et toujours marcher. Mais au centre, il est content quand même. Il ne se plaint pas, il a l'habitude. Hein. Il a obtenu une paire de godillots qui ne prend pas l'eau. Puis une vareuse, bon, disons en bon état, enfin presque, récupérée assurément sur un moribond. Mais tant pis, c'est la liberté, la gare, le train. Ah, allez encore, quelques kilomètres, et ça y est. C'est une petite gare de campagne, que tout le monde connaissait à l'époque. Oh, bien calme. Mais arrivée à 500 mètres, 800 mètres, elle dégage un brouhaha indéfinissable. Et oui, cette gare n'a un simple quai. C'est un unique promontoire longeant la voie, elle aussi unique. Possédant en temps normal, il y avait 2 trains par semaine. Mais là, ici, maintenant, s'entassent des milliers de soldats en attente du train qui doit les transporter déjà à Paris pour les plus vénards, on pourrait dire. Hein. Ah, ça y est, le haut-parleur, qui peine à se faire entendre en bois, il est 17 h. Ah, il annonce le prochain train pour demain. Il est annoncé vers les 11 h. Ah, c'en est trop. Encore une lumière passée là. C'est pas possible. La foule en colère déverse sa fureur sur tout ce qui se trouve à portée de main. Des vitres sont brisées, des portes enfoncées. Aux grandes dames de l'humble chef de gare, qui n'en revient pas, le pauvre type. Hein. Il n'a jamais vu autant de monde. Alors, s'est entassé sur le quai. La voie ferrée aussi est pleine, noire de monde, hurlant leur colère. Il faut se battre pour choper un quignon de pain, une tranche de mauvais pâté ou un morceau de je ne sais quoi. Oh, il y a le pinard, heureux encore cette horrible piquette, trafiquée on ne peut plus. On dit même qu'ils l'ont reçu, c'est dire. Mais tant pis. Et le problème revient, les latrines, autrement dit les commodités, je vous laisse imaginer. Mais c'est moins important, c'est moins grave, car autour c'est la campagne. Ça facilite. Mais tant pis, bordel de vie, demain on rentre à la maison. Demain. Eh oui, le train annoncé arrive avec 3 heures de retard. Ça commence bien. Et ne repartira que le soir. Alors c'est l'arrivée. Les portes ne suffisent pas, on passe par les fenêtres, les vitres volent en éclats, entassées comme des sardines en boîte. Les invectives, les coups de gueule, les coups de poing, chacun veut être à la fenêtre pour respirer simplement. Respirer peut-être l'air de la liberté. C'est que nous sommes en hiver, et malgré tout, l'odeur rance de la sueur, mêlée à celle du tabac, est insupportable. Alors chacun est fatigué, mais ça y est, c'est vrai, ça y est. On part, on roule, le convoi s'ébranle enfin. Le trajet va être long. Ce foutu train archibondé s'arrête tantôt en pleine nature, tantôt dans une gare pour refaire de l'eau. C'est qu'une locomotive à vapeur a souvent soif. Ah, puis encore un nouvel arrêt. Ah, cette fois, c'est pour laisser passer, mais tout de même, laisser passer un convoi qui monte chercher d'autres soldats devenus des civils en habit militaire. De temps à autre, le convoi ralentit pour rouler au port, on ne sait pourquoi. Alors des guidards s'en profitent pour se dégourdir les jambes. Ils courent le long du train, applaudis par les copains. Faut bien rire quand même, hein. On est sur la bonne voie. Ou c'est durant un arrêt en gare. Ah, c'est différent. Alors là, une poignée d'hommes heureux en profitent pour aller embrasser les quelques femmes venues applaudir nos vaillants soldats. Oh, ce sont des moments où l'on rit, on chante, en esquivant quelques pas de danse. Les bouquets de fleurs bénissent le train, qui, après un coup de sifflet, reprend sa marche. Mais, au fond, notre Henri Thibault, ben, il a bien de la chance. Mais oui, lui, il demeure à Paris, ou presque. Mais les gens de la province, de la campagne, il va falloir à Paris changer de gare. Les correspondances, est-ce qu'il y en a à quelle heure? On
ne sait pas. Enfin, lui, c'est différent. Ah, ça y est, tiens, le train rentre en gare, ça y est. Une bouffée de vapeur blanche inonde le quai, ça y est. Le haut-parleur annonce Paris, gare de l'Est, terminus, tout le monde descend. Oh, un escadron de gendarmes mobiles canalise, tant bien que mal, cette nuée de bonhommes excités et libres. Il est heureux, notre Thibaut. Oh, il va vivre le plus beau jour de sa vie. Pensez donc, retrouver sa petite femme, sa Marinette. Ah, ses copains, son quartier, comme avant. Ah. Oh, il ne demande pas son compte à lui. Alors il filoche, saute dans un train, il est chez lui, il connaît tout ça. Comme s'il fait bon de respirer l'air de Paname, même s'il est très tôt, il fait encore nuit le matin. Alors c'est Barbès, Pigalle, le Moulin Rouge, la place Clichy, et on descend jusqu'à la porte de Clichy. La porte de Clichy, c'est la barrière, c'est, comme les anciens l'appellent, c'est l'ancien octroi. Hein. Mais c'est là que Paris cède la place à la banlieue. C'est aussi le terminus du tram. Qu'importe. Oh, il y a encore, allez, un bon kilomètre, mais il va les faire à pied, bien sûr. Oh, presque en haut, pas de course. Hein. Il est tellement heureux, il sent plus la fatigue, il n'a pas dormi depuis 48 heures, mais tant pis. Ah, ils se sentent comme des ailes, pensez donc. Il est à peine 7 heures du matin. Il va la surprendre encore au lit, sa petite femme. C'est un rêve éveillé. Eh oui, il imagine déjà dans sa tête le petit déjeuner. Oh, ça sent beau le café. Le beau café frais. Et puis, il y a tellement de choses à lui raconter, comme l'amour trotte dans sa tête. Ah, alors vite, vite, il allonge le pas. Il arrive dans son quartier. Ça y est. Oh, il reconnaît, bien sûr, c'est sa rue, là, ça y est. Oh, ça y est, il est déjà au pied de son immeuble. Alors il pousse la porte d'entrée doucement, comme... Ah, il reprend son souffle. Il est là au pied, là, il est là. La porte grince. Oh, je mettrai un peu d'huile demain matin. Et puis, on voit bien que j'étais pas là. Hein. Allez, il habite au 3e étage. Alors là, il monte. Les marches 2 à 2, hein, ça va très vite. Le palier, ça y est. Ça y est, il est devant. Il est devant la porte de chez lui. Ah, il attend un peu. Hein. Profiter de ce moment tant attendu. Ah, et puis remettre un peu d'ordre dans sa tenue, reprendre sa respiration. Oui, il est présentable, hein. Alors il s'imagine la tête que va faire sa femme. C'est qu'il n'a pas pu la prévenir. C'est que là-bas, au camp, il n'y avait pas de boîte aux lettres. Et non. Alors, mais ça ne fait rien, le bonheur est là, ça y est, alors il frappe. Un peu plus fort. Oh, elle dort encore, c'est sûr, il est trop tôt. C'est Henri. Riton. Ouvre-moi. C'est moi. Alors il frappe un peu plus fort, il sonne, ça ne marche pas. Derrière lui, une femme, oh, une ménagère, une voisine de palier, voilà tout. Allons, monsieur. Qu'est-ce qui vous prend? Que vous arrive-t-il? Vous en faites un tatouin à cette heure. Mais madame, c'est chez moi. Je suis Henri Thibaut et ma femme ne répond pas. Oh, sur ces paroles, la brave voisine se signe, s'agenouille. Oh mon Dieu, Vierge Marie, c'est un miracle. C'est vous, Henri Thibaut, bien vrai, en chair et en os, et elle le secoue un peu. Oh là là là, par tous les saints du ciel et des églises. Vous êtes vivant. On vous croyait mort, savez-vous. Mais, madame, remettez-vous. Avant tout, avez-vous les clés pour que je rentre chez moi? Ah, ça, monsieur, votre petite femme ne m'a jamais donné sa clé. Ça, chez elle, c'est sacré. Enfin, chez vous, maintenant. C'est que depuis votre départ en 14, personne n'est rentré chez vous. Mais moi, et ben vous. Mais monsieur Thibaut, votre épouse, elle est pas là? Elle est pas là. Mais non, elle est partie travailler. Travailler? Ma Marinette? Ben oui, votre Marinette, vous dites. Eh oui, c'est qu'elle est courageuse, vous savez. Elle part chaque matin, excepté le dimanche, bien sûr, à 6 heures. Eh oui, elle travaille
oh, je ne sais, de l'autre côté de Paris, dans la banlieue sud, je ne sais plus, c'est à Créteil, je crois, voilà. Mais moi, madame, que vais-je faire? Paris, l'attendre. Elle rentre vers les 7 ou 8 heures le soir. Que voulez-vous? Il faut bien faire bouillir la marmite. Alors, notre pauvre Thibaut, après avoir déposé son baluchon devant la porte de son appartement, après que la voisine lui ait dit « Bon, vous pouvez, ici, il n'y a pas de voleur », alors, déçu, il redescend les 3 étages et se retrouve dans son quartier. Oh, il ne marche pas longtemps, il fait quelques centaines de pas, il est surpris par peu de monde. Quelques femmes âgées, un ou deux vieillards assis sur le seuil de leur maison, le silence. Ah, il sait ce que c'est le silence, comme celui qui préfigure la peur. Mais avant la guerre, ici même, dans cette rue, il y avait un marché, il y avait les véhicules, les charrois, des marchands de 4 saisons, qui vantaient leurs marchandises, qui aidaient le quidam. Ah, quel changement! On entendait même le marteau du forgeron, la scie du menuisier, puis il y avait les jeunes gens, les amoureux, les enfants qui criaient, qui couraient. Alors il marche, tiens, ici, c'était un bazar, un marchand de couleurs, c'est joli comme nom. Le store est baissé, fermé pour deuil. Là-bas, ben c'est le coiffeur, il le connaît bien, fermé pour cause de maladie. Puis alors, là à droite, il y a une petite courette, on la connaît, c'est là qu'elle est flirtée avec Marinette, hein, bien sûr. Et tout au bout de la courette, eh ben oui, il y a Petit Louis, le peintre en bâtiment. Oh, je vais aller le voir, tu l'as. Il fait quelques pas dans la courette, il avance, une vieille dame penche sa tête à la fenêtre. Oh, madame, où est le peintre? Mon pauvre monsieur, il est mort. Il est mort. Et oui, depuis bientôt 2 ans, là-bas en Orient, le palu, que voulez-vous? Ainsi, les heures vont longuement s'étirer. Tourner en rond dans le quartier, dénicher un banc dans un square. Oui, il en trouve un, au sein d'un endroit, même l'hiver, assez bucolique, mais l'endroit ferme à 16 heures, horaire d'hiver oblige. Alors, il remarche, il est fatigué. C'est qu'il n'a pas dormi, il a faim, il n'a pas mangé depuis la gare. Alors il se dit, tiens, j'ai une idée. Je vais retourner à la station de métro, là au moins il fait chaud. Alors il prend un ticket, il descend sur le quai, il s'assoit sur un banc. Puis c'est vrai, à chaque métro déferle une avalanche de gens. Il va peut-être la voir, sa Marinette. Ah, il observe bien, hein. Puis il fait chaud, il y a beaucoup de bruit. Ah, il est bien là en fin de compte. Mais toujours pas de Marinette. C'est long, les heures, quand on attend. Très long. Alors, au bout d'un moment, quand même, il en a assez. Alors, il ressort dehors. Il fait froid, la nuit est déjà tombée. Tant pis. En parlant, cette fois-ci, il ne court pas, car il sait qu'il est là-dedans. Il regagne son immeuble et remonte les 3 étages. À pas lourd. Et il attend. Assis sur la dernière marche du palier, de l'escalier, il patiente patiemment. Moins de bruit, il se penche par-dessus la rampe. De temps en temps, même il appuie sur la minuterie pour ne pas être toujours dans le noir. Tiens, quelqu'un. Vous avez entendu la porte grincer? Ah non, c'est pas elle. C'est un locataire du 2e, je le connais pas. Puis, pas longtemps après, ah là, ça y est, une cavalcade. Oh là non plus, c'est un gamin qui passe devant lui sans même, semble-t-il, le voir. Ah, je l'ai connu celui-là, il était petit, là, il y a au moins 4 ans. Ah oui. Alors il attend. C'est long, le silence. Juste le bois de l'escalier crache un peu, il n'y a pas un bruit même venant de la rue. Ah ça y est, oui, cette fois, ah c'est elle.
Ça y est, il regarde, oui, il reconnaît ses cheveux, moi, c'est elle. Alors vite, il descend, mais quand même doucement, hein, pour la surprendre, il descend un étage, presque deux. Quelle surprise! Un moment d'hésitation. Elle s'abat dans ses bras et fond en pleurs. Oh, il la regarde. Comme elle a changé, ma petite Marie. Elle a coupé ses cheveux, ses beaux cheveux qu'elle avait si longs. Du rouge aux lèvres, du rose aux joues, mais ses yeux sont fatigués. Les cernes montrent la fatigue. Alors, bien la soirée va se passer simplement. Oh, Henri, lui, il raconte ses aventures au centre de démobilisation, ses petites bagarres, son voyage dans le train. Oh, il ne cesse de parler. Il a tant de choses à dire. Elle, assise, l'écoute. Puis, un moment, elle l'arrête, elle lui dit, tu sais, je n'ai pas grand-chose à manger. Je suis seul et je mange peu. On va partager un peu de soupe. Il me reste un morceau de fromage, mais je n'ai pas de vin, je bois que de l'eau. Alors attends, je vais voir si la voisine a peut-être un peu de pain. Alors elle s'en va. Ah, où est le temps? Où est le temps où la maison était bien rangée? Ça sentait bon la cire, le linge frais. L'appartement, c'est vrai, n'est pas bien grand. On déménagera quand nous aurons un enfant, disait-elle. C'était avant la guerre. Il y avait aussi les petits plats du dimanche. La promenade dans le quartier jusqu'aux berges de la Seine quand il faisait beau. Puis la chambre, qui n'a qu'un seul carreau qui donne sur l'entrepôt. Ouais, quand le soleil se couche, on faisait l'amour en secret. C'était avant la guerre. C'est vrai, la soirée fut courte. Tombant de sommeil, la petite Marie gagna sa chambre et s'endormit bien vite. Le lendemain, le jour à peine encore levé, elle est déjà debout, rapidement coiffée. C'est que les cheveux courts, c'est plus pratique, puis lorsqu'on travaille sur machine, en usine, c'est obligatoire. Alors vite, du rose aux joues, du rouge à lèvres, du noir aux yeux, et à ce soir, dit-on, je t'ai mis quelques pièces de monnaie sur la table pour ton midi, pour que tu manges un peu. La porte à peine refermée, où il l'entendait valer l'escalier, la porte d'entrée grincer. Ah oui, que les femmes ont changé. Pour Henri, la journée sera longue encore, à la recherche de travail. Mais il n'y a plus d'artisans dans le quartier. Mais non, oh, il subsiste bien quelques anciens, au carnet de commandes vide. Ils n'ont pas besoin de compagnons, ça coûte trop cher en ces temps d'après-guerre. Alors, on lui conseille d'aller à la mairie. Et là, il contacte une association. C'est une association d'anciens combattants qui commence à s'organiser. On lui embauche des adresses d'usines où, paraît-il, il y aurait du travail. Bon, des fois même la liste date un peu, l'adresse n'existe plus où il y a jamais du travail. Mais alors, tant pis, il va dès le lendemain matin, à 7h du matin, ça y est, on lui a dit à cette heure-là, devant telle usine, mais quand il arrive, il y a déjà la queue de plusieurs centaines de mètres. 1 heure d'attente, c'est long. Et là, un préposé sort de son bureau pour annoncer « Aujourd'hui, c'est terminé pour les embauches. Demain, peut-être. » Alors, il va à d'autres usines tous les jours, tous les matins. Là, dans celle-là, c'est différent. L'entreprise distribue une feuille de papier à remplir à la maison. En retour, la glisser dans la boîte aux lettres de la fameuse usine. Que de questions sur ce papier, sur ce bordereau. Nom, prénom, âge. Non, il ne va pas demander au livret militaire encore, non hein? Alors, célibataire, marié, nombre d'enfants, quel métier exercez-vous avant la guerre? Quelle est votre expérience professionnelle?
Quel salaire prétendez-vous? Quel poste envisagez-vous? Le pauvre Thibault, les bras lui en tombent. Pensez donc qu'avant la guerre, on allait voir un artisan, on s'entendait sur le salaire, top là dans la main, et on embauchait dès le main. Mais là, aujourd'hui, il faut remplir ces papiers. Attention, c'est des papiers, il ne faut pas remplir au crayon, c'est marqué, il faut les remplir à l'encre noire. Et oui, ce sont les premiers CV, les premiers curriculum vitae. Il n'en avait pas l'habitude. Alors les jours passent, toujours rien, pas de réponse. Et pourtant on en a fait des lettres, il en a rempli des bordereaux. Oh, même le matin, il attend avec impatience le facteur. Oh, il le guette, hein, tous les jours, le voilà, mais le préposé lui dit, désolé, je n'ai rien pour vous. Ah, alors, il va marcher dans le quartier comme toujours. Sauf ce matin, enfin une lettre. Ah, elle vient de la mairie. Tiens. La lettre lui dit qu'il doit se présenter à la dite maison commune sous 48 heures, afin de régulariser sa situation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelle situation? Quoi je me mêle, en quoi ça les regarde? Enfin, tant pis, il va se marquer, vous voyez. Il va donc aller reçu, fait la queue devant un bureau, le bureau des anciens combattants. Après un certain temps d'attente encore, un employé lui explique, lui conseille même gentiment, aimablement, comment payer son loyer, comment payer le retard, ou encore prolonger le bail, rétablir l'abonnement du gaz, de l'électricité. Et oui, pendant toute l'absence des soldats, même si c'était pas là, il faut payer l'abonnement, hein. Ah oui. Mais enfin bon, pour Thibault, pas de souci. Non, ce côté-là, tout va bien. Sa femme a tout payé, a tout réglé. Ah, tout est en ordre. Il est soulagé. Soulagé, pas pour longtemps. On lui tend un papier, celui-là barré de tricolore, en gros caractères. Il était écrit: n'oubliez pas vos devoirs militaires, vous devez vous présenter muni de vos papiers de démobilisation, éventuellement de vos certificats de blessés, pour obtenir peut-être une pension. Et ceci dans les plus brefs délais, à la brigade de gendarmerie dont vous dépendez. Ah, bah alors. Et puis, alors l'autre phrase, elle est soulignée celle-là, en caractère gras. En omettant cette simple mais obligatoire formalité, vous vous exposez à des sanctions disciplinaires. Oh, alors ça, un peu gonflé. Après 4 ans de guerre, 4 années d'enfer, et lire ses conseils, ses menaces, mais c'en est trop. Ah, puis bien, le travail, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Le pays est à genoux, c'est vrai, il faut le dire. Il faut remonter l'économie. Alors les entreprises qui embauchent recherchent surtout, avec difficulté, des cadres, des ouvriers spécialisés. Tenez par exemple, sa femme, Marie, elle travaille à l'usine. Eh bien, avant la guerre, les ateliers produisaient des casseroles, des cafetières, des gamelles en fer blanc. Mais durant la guerre, l'usine fabriqua des obus. Alors, aujourd'hui, remettre en fonction les machines pour produire du matériel ménager, il faut un certain temps. Oui, mais lui, Thibault, à la limite, il n'a rien à foutre de ça, il voudrait bien travailler, gagner de l'argent, hein, pas être au crochet de sa femme. Mais avant la guerre, il était plombier zingueur. Il avait un métier sérieux. Aujourd'hui, il y a pénurie de plomb et de zinc. La guerre a tout consommé. Alors chaque soir, la question revient. Que penses-tu faire, Henri? Ton métier n'existe plus, tu le sais. Pas pour le moment, du moins. Mais durant la journée, cherches-tu vraiment du travail? Que fais-tu? Eh oui, je cherche du travail, mais la journée, il n'y en a pas. Eh bien, je rejoins les copains au café. Tu sais, en face de la mairie, la brasserie Rapide. Je crois-tu que c'est là que tu vas trouver du travail?
et rapportait une paye. C'est pourtant vrai. Chaque matin, maintenant, il a pris l'habitude. On ne recherche même plus du travail. Il est découragé. Il retrouve 3 ou 4 des anciens de Verdun, devant un café, un petit noir, puis un deuxième. C'est que l'horloge peine à étirer ses heures. Alors, ils refont le monde, ils se racontent des histoires, des bêtises. Vers les 11 heures, la serveuse, une adorable soubrette, avec beaucoup de gentillesse, demande à ces pauvres bougues si c'est pour déjeuner. Autrement, il faut partir. Ici, le midi, on fait restaurant. C'est pourtant vrai. Et oui, ils le savent. Commencent à arriver des messieurs bien vêtus, avec des belles dames. Oh, cela ne se prive pas de se moquer. Ah oui, en lançant quelques colibés envers ces pauvres désespérés. Ces hommes qui se moquent. Ce sont des embusqués, des planqués qui ont fait la guerre dans un bureau, c'est sûr. Bien loin de l'enfer. Et aujourd'hui, n'hésitent pas à nous humilier, à nous salir honteusement. Et pourtant, il en entend des choses, des phrases. À ceux-là, fainéants qui vivent à nos crochets maintenant, aurait mieux fallu y rester. La France n'a pas besoin de cette déchéance. C'est dur à entendre, à supporter sans rien dire. Alors, Thibault et ses copains quittent le café, sans oser dire un mot, au sourire insolent de ceux qui se disent représenter la nouvelle société. Dehors, il pleut. C'est que nous sommes en décembre, il fait froid. Alors ce sera à l'abri sous un porche de fortune qu'il avalera son maigre grasse-croûte, préparé le matin même par sa femme. Le lendemain, oh oui, le lendemain, ils changeront de café pour éviter de nouvelles provocations. Sait-on jamais, un coup de poing est vite parti. Ce serait la catastrophe. La police, le commissariat, n'y passons pas. Allons plus loin. Puis, vint le temps des rumeurs, des ragots, la jalouseté. C'est que l'oisiveté sournoise mine les bonnes volontés. Et dit-on, t'as une bien belle femme, dis donc. Elle est bien mignonne. Je l'ai aperçue l'autre jour. Elle se fait belle, dis donc, pour aller travailler en usine. Hein? Tu devrais te renseigner, tu sais. Son chef, lui, n'a certainement pas été au casse-pipe. Hein? C'est que ces embusqués qui se tapaient nos femmes, hein? Pendant que nous autres, on se faisait trouver la peau. Hein? Enseigne-toi, parle-lui un peu, là. C'est vrai. La guerre a bien changé la femme. C'est qu'aujourd'hui, elle travaille. Elle est indépendante financièrement. Elle fait ce qu'elle veut de son argent, de sa paye. Qu'elle gagne durement, difficilement. À cette époque, de fin 1918, début 1919, la semaine de travail était de 60 heures. 10 heures par jour, samedi compris. Pas de congé, pas de vacances, pas de sécurité sociale. Alors, les semaines passent, et toujours la même situation. Mais là-haut, au 3e étage, chez les Thibault, l'ambiance, l'atmosphère s'alourdit petit à petit, chaque soir. C'est vrai, en fin de compte, il est devenu une bouche à nourrir, presque inutile. Puis il faut laver le linge, l'entretenir, lui préparer les repas, lui donner un peu d'argent de poche pour le midi. La vie a bien changé. C'est que l'entente du couple se dégrade. Jour après jour maintenant, ça s'accélère. Mais tous les soirs, c'est un peu un reproche. Cherches-tu réellement du travail? Propose tes services, peu importe. Ce sera toujours ça. Au lieu de passer ton temps là, au bistrot avec tes 3 copains ou tes 4 copains, des soifards, je les connais pas ceux-là. Rien que d'y penser, ils doivent être peu courageux ceux-là aussi. Et tu prends le même chemin. Je ne te reconnais plus, Riri.
soir, l'ambiance a monté d'un ton. C'est qu'il est rentré plus tard, bien tard. Il a bu un peu trop. Ses paroles sont difficilement compréhensibles. Il balbutie plus qu'il ne parle. Il s'écroule dans le fauteuil de la salle à manger. Mais tu es sous? Tu n'as pas honte de picoler avec ta bande de moins rien? Henri, dans les vapes, semble doucement reprendre peu à peu ses esprits. Alors il regarde sa femme, sa Marinette. Tu sais, des copains m'ont dit que tu ne travailles peut-être pas à l'usine, que tu gagnes ton argent d'une drôle de façon, avec ton maquillage, ton rouge aux lèvres, ta coiffure, on dirait une gifle, termine la remarque. Ça, c'est pour tes copains, lui lance-t-elle. Ce soir, Marie s'est enfermée dans sa chambre. Lui, il a cuvé son vin sur le fauteuil de la salle à manger. Le lendemain, il émerge. Oh, il est déjà presque 11 heures. Le pas peu assuré, il se lève. Il mangerait bien un morceau qu'il a faim. Alors sur la table, tiens, sur la table, il n'y a pas son habituel casse-croûte. À la place, un mot, un papier, écrit. 20 ans. Ta valise est dans l'entrée. Laisse la clé de l'appartement dans la boîte aux lettres. Je ne veux plus te revoir. Ah. Où sont passés les rêves de l'armistice? Que sont devenus les flonflons de la victoire? Le 11 novembre, c'est déjà loin. Comment la guerre a changé les hommes? Pour ces héros des tranchées, pour ceux qui ont été gazés, pour ceux qui ont eu le palu, pour ceux à qui on a fait croire être des héros, médailles de guerre au revers de leur veste, quelle désillusion! Allons jusqu'à regretter le temps de la guerre avec les copains. Oh, Thibault finira par trouver du travail dans une usine de cartonnage. C'est peu payé, mais c'est vrai. Oh, il a essayé différents petits boulots, il a travaillé comme homme sandwich. Vous savez, ces bons hommes qui marchent toute la journée sur les boulevards avec dans le dos un panneau réclame, la gaine qui fait scandale, le chocolat qui guérit la pneumonie, la lotion qui fait pousser les cheveux, enfin tous ces trucs-là, la publicité, la réclame. Et lorsqu'il pleut, et c'est l'hiver à Paris, et lorsqu'il vente, pas moyen d'arpenter les avenues, alors la journée sera chômée et ne sera pas payée. Ça le temps, que voulez-vous? Quant aux anciens du bistrot, un est liftier dans un grand magasin de la capitale. Un autre, oh, va de petit boulot en petit boulot, marchand de ballons les jours de marché, vendeur de billets de la loterie nationale pour les gueules cassées. Enfin, et le troisième. Alors le troisième, lui, il paraît, on ne le voit plus. Il s'en serait retourné à la campagne, chez ses parents, en province. C'est vrai, il a changé de quartier maintenant. Il habite un peu loin de chez lui. Mais il a beaucoup d'argent, hein. Alors il loge dans une minuscule piole sous les toits, sans chauffage. L'eau et les commodités au fond du couloir, sur le palier. En ce début de printemps, il ne va pas bien. Depuis une semaine, il ne va pas travailler. Il ne peut plus. Il est fatigué. Il y a des jours même, il ne se lève pas. Il reste allongé sur son grabat, sur sa paillasse. Quand il va mieux quand même, alors il va faire un tour dans le quartier, son nouveau quartier, qu'il ne connaît personne. Oh, il a l'impression même que maintenant on l'évite. C'est vrai. C'est vrai. Voire même sa démarche, sa mine commence à faire peur. Les mères détournent le regard de leurs enfants sur son passage.
Il est vêtu de sa vareuse de l'armée. Il est sale, il ne sent pas bon. Le manteau déteint lorsqu'il pleut, mais c'est son seul vêtement. Il lui sert de couverture la nuit. Ça ne va pas bien dans sa tête, dans ses os, dans ses membres. Alors, fatigué, il se couche de plus en plus tôt. Tu restes même un matin. Et c'est son voisin de palier, son voisin de couloir, son voisin d'infortune, s'en inquiète. Il va le voir, il lui dit, on a une tête, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher un médecin, tu sais, tu ne veux pas rester comme ça. Le médecin, celui-ci ne viendra que demain, en fin de journée, si toutefois il lui reste assez de force. C'est comme tous les docteurs, il est surmené, tellement de malades, avec cette étrange fièvre. Henri Thibault peine à respirer maintenant. Il transpire, pourtant il fait froid, mais son visage se couvre de taches bleu noirâtres. C'est la grippe espagnole. 2 semaines plus tard, il meurt. Il avait 25 ans, à peine croyable. Et pourtant, après 4 années de guerre, 4 années d'enfer, 4 années de peur et de souffrance, survivant, il fut gazé, il a attrapé le palu, il en est revenu heureux de revivre, heureux. Mais cette grippe non prévue au programme va tuer 400 000 personnes, hommes, femmes, enfants, sur l'ensemble de la France. Parmi eux, 200 000 poilus vont y succomber. Si la guerre a fait plus de 10 millions de victimes dans le monde, la grippe a emporté près du double. C'est qu'il y a même des médecins, des savants qui pensaient que c'était la fin de l'humanité. Et dire qu'il y a des gens qui croient en Dieu, comme disait ma concierge. Mais voici des épouses devenues veuves. Elles n'auront droit à aucune pension. Leur défunt de mari n'a pas attrapé la maladie durant son affectation aux armées. Alors, il n'est pas mort au chalonneur. Le destin, me direz-vous. Le poète avait raison lorsqu'il a écrit « Déjà la pierre pense à votre nom inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot doré sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. » Lui, Aragon. Je vous remercie.